Ma mère est réapparue après 20 ans avec des enfants que je n'avais jamais vus auparavant. Elle a exigé une part de l'héritage de mon défunt père, prétendant qu'elle faisait toujours partie de la famille. Alors, je lui ai demandé où elle était quand mon père est décédé. Mon père est mort d'une crise cardiaque sur son lieu de travail il y a 5 jours. Pas autrement. La minute d'avant, il était encore en vie, travaillant sur un contrat de construction. La minute d'après, il n'était plus là. Ce ne fut pas long, selon le secouriste. Je suppose que c'était censé me réconforter. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai tout organisé toute seule. Les pompes funèbres, les fleurs, la cérémonie et la concession au cimetière. Papa était aisé, donc j'ai pu me permettre de faire les choses correctement. Ses partenaires commerciaux sont venus, des gens avec qui il avait collaboré pendant des années pour construire des maisons dans toute la ville de Lyon. Ses amis du club de golf sont également venus lui rendre hommage. Même certains des ouvriers qui avaient été employés sur ces chantiers. Il n'arrêtait pas de répéter quel homme bon il était, comment il les avait aidés dans les moments difficiles et comment il leur avait fourni un emploi stable. C'était une expérience agréable. Le prêtre a partagé ses pensées sur l'amour du père pour sa famille ainsi que sur sa nature bienveillante. J'étais le seul membre de sa famille qui restait. Après le départ de ma mère, la seule autre personne qui comptait vraiment pour papa était sa propre mère, ma grand-mère, qui était décédée 2 ans auparavant. J'étais debout près de la tombe, regardant le cercueil descendre, quand j'ai entendu quelqu'un crier mon nom, Amélie. En me retournant, je suis resté figé. Elle était là, ma mère, à une distance d'environ 4 mètres, accompagnée de 4 enfants et d'un homme que je ne reconnaissais pas. L'aîné semblait avoir environ 18 ans, tandis que le plus jeune paraissait avoir autour de 12 ans. Ils étaient tous vêtus de noir, comme s'ils avaient leur place ici. Je ne l'avais pas vu depuis 22 ans. Je pouvais voir qu'elle vieillissait. Ses vêtements étaient différents, plus courts et plus sombres. Bien qu'elle ait pris du poids, c'était indéniablement elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Mon ton était glacial et abrasif. « Comment as-tu même su qu'il était décédé ?» J'ai été informé par quelques parents éloignés. L'homme à côté d'elle posa sa main sur son épaule. Il était grand, chauve et portait un costume de piètre qualité. Ce devait être ce petit ami ou mari avec qui elle s'était enfuie toutes ces années auparavant. Les 4 enfants se tenaient derrière eux avec une expression mal à l'aise. « Je ne peux pas croire que tu ne m'aies pas invité à l'enterrement, » a-t-elle répondu. Ça m'a fait rire de dire, c'était mon mari autrefois. J'ai vraiment ri à gorge déployée près de la tombe de mon père. Ton mari ? Tu l'as quitté il y a 22 ans. Tu nous as quittés tous les deux. Les souvenirs me sont revenus en mémoire alors que je continuais à parler. L'événement a eu lieu quand j'avais 8 ans. Mon père était parti en voyage d'affaires en province pour examiner une propriété. Il ne devait s'absenter que pour une période de 3 jours. Maman a attendu que sa voiture quitte l'allée. Ensuite, elle a commencé à faire ses valises. Je me souviens lui avoir demandé où elle allait. Maman ne pourra pas revenir avant un bon moment, a-t-elle conclu en disant. Reste ici. Papa sera bientôt de retour. Mais elle n'a pas attendu mon père. Elle a laissé un mot qu'elle avait écrit sur la table de la cuisine avec 2 valises qu'elle avait faites. Après quoi, elle est sortie du bâtiment et a commencé à s'éloigner dans sa voiture. Elle m'a laissé là, toute seule, pendant 3 jours entiers sans aucune compagnie. J'étais si terrifié que je ne pouvais même pas le supporter. Faute de savoir comment préparer d'autres aliments, j'ai mangé des céréales au petit déjeuner et au déjeuner. En attendant que quelqu'un rentre à la maison, je regardais la télévision. Je n'arrêtais pas de penser que lorsque ma mère reviendrait, elle se rendrait compte qu'elle avait oublié quelque chose, mais ce ne fut pas le cas. Quand mon père est enfin rentré à la maison, il m'a vu assise sur le canapé, portant les mêmes vêtements que j'avais portés pendant les 3 jours précédents. J'ai couru vers lui en pleurant et je lui ai dit que maman était partie. Il a lu le mot qu'elle avait écrit. Bien que je n'ai jamais vu ce qu'il disait, son visage est devenu blême. Puis il l'a roulé en boule et l'a jeté à la poubelle. Après cela, tout s'est passé très vite. Papa a appelé son avocat. Des papiers ont été déposés. Maman devait se présenter au tribunal pour l'audience de divorce et de garde, mais elle n'est jamais venue. Le juge a accordé à papa la garde exclusive et lui a retiré ses droits parentaux. Mon père m'a dit plus tard que ma mère avait une liaison avec un homme de son travail.
Ils préparaient cela depuis des mois, attendant le bon moment pour s'enfuir ensemble. Ce moment est venu quand mon père a quitté la ville et que j'ai été laissé seul et sans défense. À ce moment-là, elle a été légalement retirée de notre vie. Ici, elle était 22 ans plus tard avec son compagnon et leurs 4 enfants, se comportant comme si elle avait le droit d'être à l'enterrement de mon père. Amélie, voici tes frères et sœurs, a-t-elle continué en faisant un signe de tête vers les enfants. Et voici Étienne. Il a 18 ans. Olivia a 15 ans. Et le petit Benoît a 12 ans. J'ai tourné mon regard vers eux, et ils m'ont regardé avec des yeux remplis de curiosité. Ils n'avaient probablement aucune idée de qui j'étais ni pourquoi leur mère les avait amenés à l'enterrement d'un étranger. Je m'en fiche, ai-je dit. Je lui ai tourné le dos et me suis dirigé vers ma voiture. Je l'ai entendu crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Je n'avais rien à lui dire. Elle avait fait son choix il y a longtemps, et maintenant elle devait vivre avec. Les 22 dernières années ont défilé dans mon esprit pendant que je rentrais chez moi. Papa et moi avions réussi à nous débrouiller ensemble. C'était difficile au début. C'était déchirant, et je devais travailler constamment pour éviter de penser à ce que ma mère avait fait. J'ai passé la plupart de mon temps avec ma grand-mère, la mère de papa, qui a emménagé pour aider à prendre soin de moi. Mais l'entreprise de papa a décollé. Il a canalisé toute la colère et la douleur qu'il ressentait dans son travail. Il a commencé à obtenir de plus gros contrats, ce qui lui a permis de gagner plus d'argent. Nous avons déménagé dans une immense maison dans le quartier le plus prisé de la ville. Il ne s'est jamais remarié, et n'a même jamais eu de petite amie sérieuse, malgré les tentatives de certaines femmes. Il disait que j'étais une famille suffisante pour lui. J'ai suivi des études de gestion d'entreprise à l'université grâce au soutien financier de mon père. Il m'a acheté un appartement quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un bon travail, mais je n'avais pas vraiment besoin de travailler grâce à ce que ma grand-mère m'a laissé à sa mort. Elle avait économisé 250 000 € au fil des ans. De plus, elle m'a laissé sa maison. J'ai vendu la maison et j'ai tout investi intelligemment. Je pourrais vivre des intérêts si je le voulais, mais j'aimais avoir quelque chose à faire. Et maintenant, il était parti et j'étais toute seule. Enfin, je n'étais pas complètement seule. Il m'avait tout laissé, y compris l'entreprise, la maison, ses voitures et tout son argent. J'ai découvert son testament dans le tiroir de son bureau. C'était simple et sans ambiguïté. Tout revient à Amélie. Je suppose que ma mère l'a appris d'une manière ou d'une autre. C'est probablement la raison pour laquelle elle s'est montrée aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle était triste de la mort de mon père. C'est plutôt qu'elle voulait savoir ce qu'elle pouvait en tirer. Quelques jours se sont écoulés après les funérailles et j'ai essayé de retrouver une sorte de routine normale. Normal est un terme relatif quand votre monde entier vient d'être bouleversé. Je devais m'occuper de l'entreprise de mon père, décider quoi faire de tous ses biens et gérer les formalités juridiques qui accompagnent le décès de quelqu'un. J'ai décidé de ne pas vendre l'entreprise de construction car mon père l'avait créée de toutes pièces, et il me semblait mal de m'en débarrasser. De plus, l'entreprise rapportait beaucoup d'argent. Christophe, l'adjoint de mon père, travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans. Il connaissait parfaitement l'affaire et mon père lui faisait entièrement confiance. J'ai donc nommé Christophe PDG de l'entreprise tout en conservant la propriété pour moi-même. J'étais dans mon appartement, en train de trier des papiers de mon père. C'était mardi après-midi vers 15 h quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir la porte. C'était ma mère, seule cette fois, sans mari ni enfant. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ? Puis-je entrer ? » Juste quelques minutes. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté et l'ai laissée entrer dans mon salon. Elle a regardé autour d'elle, admirant les beaux meubles, les grandes fenêtres et les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. « C'est un bel endroit, a-t-elle dit. Elle portait un jean et un pull, et semblait nerveuse. « Comment as-tu eu mon adresse ? » J'ai posé des questions. Certains des parents éloignés de ton père me l'ont donné. Génial. Alors maintenant, elle me traquait via les liens familiaux. « Qu'est-ce que tu veux ? » ai-je demandé à nouveau. Elle s'est assise sur mon canapé sans y être invitée. « Amélie, je sais que tu as hérité beaucoup d'argent de ton père et de ta grand-mère aussi. » J'ai senti mon estomac se nouer. Comment diable savait-elle pour l'argent de grand-mère ?
Où veux-tu en venir? Mon point est que tu es très riche maintenant et je pense que tu devrais partager une partie de cette richesse avec ta famille. Je l'ai dévisagé. Ma famille? Oui. Avec moi et tes frères et sœurs. Ces 4 enfants que tu as rencontrés à l'enterrement. Ce sont tes demi-frères et sœurs. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfants à toi dont tu dois te soucier. Et tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser. Pendant ce temps, j'ai du mal à élever 4 enfants avec le salaire que mon mari gagne. Amélie, ils ont besoin d'aide pour l'école, pour leurs études supérieures et pour les dépenses de la vie courante. J'ai ri, je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu es sérieuse, là? Complètement sérieuse. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Tu m'as abandonné quand j'avais 8 ans. Tu m'as laissé seul dans une maison vide pendant 3 jours. Tu n'as jamais appelé, jamais écrit, jamais envoyé une carte d'anniversaire, et tu n'as jamais demandé comment j'allais pendant 22 ans. Et maintenant, tu veux que je te donne de l'argent. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse pendant environ 3 secondes. Puis elle s'est redressée et est devenue défensive. Je n'ai jamais aimé ton père, Amélie. Je ne pouvais plus vivre avec lui, mais je savais qu'il prendrait soin de toi. Tu as toujours été sa petite princesse. Tu m'as laissé parce que tu voulais t'enfuir avec ton petit ami et que tu ne voulais pas t'encombrer d'un enfant. Son visage est devenu rouge. Et maintenant, ai-je continué, maintenant que ton père est décédé et que tu as découvert que j'ai hérité de son argent, tu te souviens soudainement que tu as une fille. Soudain, tu veux une relation. Mais ce que tu veux vraiment, c'est la moitié de tout. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne t'es-tu pas battu pour la garde? Pourquoi ne t'es-tu même pas présenté au tribunal? Elle n'avait pas de réponse à cela. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit. Mais sa voix n'était pas convaincante. Bien sûr que si. Tu n'aimais pas papa, mais tu aimes certainement son argent maintenant. Elle a essayé une autre approche. Amélie, ces enfants sont innocents dans tout ça. Ils n'ont rien fait de mal. Étienne veut aller à l'université, mais nous n'en avons pas les moyens. Olivia a besoin d'un appareil dentaire. Le petit Benoît a des difficultés d'apprentissage et a besoin de cours particuliers. Ce sont tes frères et sœurs. Non, ce ne sont pas mes frères et sœurs. Ce sont tes enfants avec l'homme pour qui tu nous as quittés. Ils ne sont rien pour moi. Comment peux-tu être si froide? Froide? Tu veux parler de froideur? Tu as laissé une fillette de 8 ans seule dans une maison pendant 3 jours. Tu n'as jamais contacté cet enfant pendant 22 ans, et maintenant tu débarques en exigeant de l'argent. Ça, c'est froid. Elle s'est levée, s'énervant. Tu as des millions d'euros, Amélie. Plus qu'une seule personne n'en a besoin. Je demande de l'aide pour l'éducation et les besoins de base de mes enfants. Alors demande à leur père. Demande à ton mari. Ne demande pas à la fille que tu as jetée. Ton père t'a monté contre moi. Tes actions parlaient d'elles-mêmes. Elle devenait désespérée maintenant. Je pouvais le voir dans ses yeux. Amélie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pense-y. Ces enfants ont des difficultés et tu pourrais les aider avec de la monnaie de poche par rapport à ce que tu as. Mon père n'a jamais dit un mot de mal sur toi. Il n'en avait pas besoin. Tes actions parlaient d'elles-mêmes. Tu n'arrêtes pas de parler de la mère concernée que tu es aujourd'hui. À quel point tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants. Pourtant, il y a 22 ans, tu te souciais si peu de ta fille que tu l'as laissée seule et effrayée pendant 3 jours. J'étais jeune et j'ai fait des erreurs. J'ai ouvert la porte et j'ai dit, je veux que tu partes. S'il te plaît, pars maintenant. Amélie s'est dirigée vers la porte. Ce n'est pas fini. Ces enfants méritent mieux. Oui, c'est vrai. Ils méritent une mère qui n'abandonne pas ses enfants quand les choses deviennent difficiles. Après son départ, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, tremblante. Je n'arrivais pas à croire le culot de cette femme. Après 22 ans de néant, elle voulait la moitié de tout ce pourquoi papa avait travaillé. J'ai pensé à ces 4 enfants, et j'ai eu pitié d'eux. Ce n'était pas de leur faute si leur mère était égoïste, ni de la faute de leur père s'il ne pouvait apparemment pas subvenir à leurs besoins comme il le fallait. Cependant, je n'étais pas responsable d'eux. Je ne leur devais rien.
Mon père avait travaillé d'arrache-pied pour bâtir la vie que nous avions. Il aurait pu s'effondrer après le départ de ma mère, mais au lieu de cela, il a canalisé son angoisse pour construire quelque chose de mieux pour nous. Il a gagné chaque centime qu'il m'a laissé, et je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour que je le lui donne. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. En ouvrant la lettre, mes mains tremblaient. C'était une assignation en justice. Ma mère me poursuivait pour la moitié de la succession de papa. J'ai immédiatement appelé mon avocat après avoir reçu cette assignation. Il s'appelle Jean-Pierre Dubois et il s'était occupé du testament de papa ainsi que de certains contrats commerciaux au fil des ans. Papa lui faisait confiance, donc moi aussi. Quand j'ai montré les documents à Jean-Pierre, il a dit « Amélie, je suis désolé d'apprendre ça. Cependant, tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Ta mère n'a aucun fondement juridique pour réclamer une partie de la succession de ton père. Mais elle essaie vraiment de me poursuivre. Oui, mais cela ne signifie pas qu'elle va gagner. N'importe qui peut intenter un procès. Gagner est une autre histoire. Nous allons nous battre. » La poursuite affirmait que ma mère avait droit à une partie de la succession de mon père parce qu'elle avait été mariée avec lui pendant 8 ans et avait aidé à mon éducation. Ses avocats soutenaient qu'elle avait contribué à la famille et qu'elle avait droit à une compensation. Bien que le procès ait été finalisé, nous devions quand même passer par tout le processus juridique. Le procès a commencé 4 mois après sa mort. Elle a eu l'audace d'amener son mari et ses 4 enfants, et ils se sont assis au premier rang comme s'ils étaient les victimes ici. Les enfants n'arrêtaient pas de me regarder avec ses yeux tristes, comme si j'étais la méchante qui les empêchait de recevoir leur héritage légitime. J'étais extrêmement nerveuse en entrant dans cette salle d'audience. Ma mère était assise à l'autre table avec son avocat, un type maigre portant un costume cher, qui semblait se prendre pour quelqu'un d'important. L'avocat de ma mère a commencé. « Votre honneur, ma cliente a été mariée au défunt pendant 8 ans. Pendant ce temps, elle a aidé à l'éducation de sa fille et a contribué au ménage. En conséquence, elle a droit à sa juste part des actifs qui ont été acquis pendant le mariage. » Ensuite, il a commencé à raconter comment ma mère avait tenté de maintenir une relation avec moi après le divorce, mais que mon père l'en avait empêché. C'est à ce moment-là que j'ai failli perdre mon sang-froid. Elle a 4 enfants qui ont besoin d'une aide financière pour l'école et les besoins de base, a déclaré l'avocat. Pendant ce temps, la défenderesse a hérité de millions d'euros qu'elle ne pourra jamais dépenser de toute sa vie. Quand ce fut le tour de Jean-Pierre, il a exposé les véritables circonstances. Elle s'est enfuie avec son amant et n'a plus jamais contacté sa fille. Elle ne s'est pas battue pour la garde. Elle n'a pas payé de pension alimentaire. Et elle n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de cet enfant pendant une période de 22 ans. Il avait des copies des papiers de divorce, des documents de garde, et tout le reste. Votre honneur, la plaignante a abandonné sa fille, qui avait 8 ans, et l'a laissée seule dans une maison pendant 3 jours alors que son père était en voyage d'affaires. Il ne s'agit pas de relations familiales ou d'équité. Il s'agit d'argent, purement et simplement. La plaignante n'est apparue dans la vie de la défenderesse qu'après avoir appris l'héritage. Jean-Pierre a sorti des relevés bancaires, des relevés téléphoniques et tout ce qui prouvait que ma mère n'avait jamais tenté de me contacter. Le juge a alors commencé à poser des questions. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Madame Legendre, a dit la juge à ma mère, pourquoi n'avez-vous pas contacté votre fille lorsqu'elle a eu 18 ans et n'était plus sous le contrôle de son père? Maman s'est agitée sur son siège. Je pensais qu'il valait mieux la laisser avoir une vie stable avec son père. Mais vous êtes ici maintenant, prétendant que vous vouliez une relation avec elle. Oui, votre honneur. J'ai toujours voulu faire partie de sa vie. Alors pourquoi avez-vous attendu que son père soit décédé et qu'elle ait hérité de sa succession? L'avocat de ma mère a levé la main et a dit « Objection, votre honneur. Le moment de la prise de contact de ma cliente n'annule pas ses droits légaux. » Le juge a répondu en disant « J'autorise la question. » Maman semblait décontenancée. J'ai appris le décès par des parents, et j'ai pensé qu'il était temps de renouer le contact. La juge n'y croyait pas. Madame Legendre, pourquoi n'avez-vous fourni aucun soutien financier à votre fille au cours des 22 dernières années? Mais maintenant, vous croyez qu'elle devrait vous fournir un soutien financier. Maman ne pouvait pas répondre à celle-là. Elle est juste restée assise, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Et pourquoi, a poursuivi la juge,
le tribunal devrait-il vous accorder la moitié d'une succession qui a été entièrement bâtie après que vous ayez abandonné votre famille? À ce moment-là, maman a vraiment perdu son sang-froid. Elle s'est levée et a commencé à crier, elle n'a pas besoin de tout cet argent. Elle est seule. Personne ne se soucie d'elle de toute façon. Elle est égoïste et froide, tout comme son père l'était. Toute la salle d'audience est tombée dans le silence, et même ses propres enfants semblaient embarrassés. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Après tout ce qu'elle avait fait, elle me traitait d'égoïste et de froide. Elle disait que personne ne se souciait de moi. La juge a frappé son marteau. Madame Legendre, asseyez-vous et contrôlez-vous. Son avocat essayait de la calmer, mais le mal était fait. La juge a examiné toutes les preuves, a regardé maman, puis m'a regardé. Je ne trouve aucune base légale à la demande de la plaignante, a-t-elle dit. La défendresse a hérité de cette succession par un testament valide de son père, qui avait le plein droit légal de disposer de ses biens comme il l'entendait. Elle a fait une pause et a regardé directement ma mère. De plus, je pense que la défendresse a de la chance qu'une telle mère l'ait abandonnée, car elle méritait clairement une vie meilleure que celle que la plaignante aurait pu lui offrir. La plaignante a renoncé à ses responsabilités parentales il y a 22 ans et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de sa fille jusqu'à ce qu'elle apprenne l'existence de cet héritage. L'avocat de ma mère a tenté de soulever une objection, mais la juge a déclaré « affaire classée ». Le tribunal a décidé que la défendresse a droit au paiement de tous les frais. Alors que nous quittions le palais de justice, ma mère a bousculé son avocat et s'est retrouvée juste en face de moi. « Ce n'est pas fini », a-t-elle crié. « Tu le regretteras. » Jean-Pierre a dit fermement « Madame, vous devez vous éloigner de ma cliente. » Son mari est finalement venu et l'a éloignée, mais elle continuait à me regarder avec une haine pure dans les yeux. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Une semaine plus tard, elle a réussi à obtenir mon numéro de téléphone et a commencé à m'appeler. Puis elle a commencé à envoyer des SMS. Les messages étaient fous, disant que j'étais le diable, que j'avais volé l'avenir de ses enfants, que Dieu me punirait. J'ai bloqué son numéro, mais elle a acheté de nouveaux téléphones et a continué à appeler depuis des numéros différents. Puis un jour, elle s'est présentée à mon bureau. L'entreprise de construction de papa avait un bel immeuble en centre-ville, et elle est entrée directement dans le hall avec ses 4 enfants. « Je veux voir Amélie », a-t-elle crié à la réceptionniste. « C'est ma fille et elle a abandonné sa famille. » La pauvre réceptionniste ne savait pas quoi faire. J'ai entendu l'agitation et je suis sorti pour voir ce qui se passait. « Tu dois partir », ai-je dit à ma mère. « Ces enfants ont faim », a-t-elle hurlé. « Tu as des millions et il manque de nourriture à cause de ton égoïsme. » Les enfants avaient l'air mortifiés. D'autres employés regardaient. C'était une scène complète. La sécurité est venue et l'a escorté dehors, mais le mal était déjà fait. Mes employés posaient des questions, et toute l'affaire était extrêmement embarrassante. J'ai appelé Jean-Pierre une fois de plus et je lui ai dit que nous avions besoin d'une injonction d'éloignement. Nous avons dû retourner au tribunal, mais cette fois, c'était une juge différente, une femme dans la cinquantaine qui semblait avoir tout vu. Jean-Pierre a présenté toutes les preuves, les SMS insensés, les relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels de numéros différents et les témoignages du personnel de mon bureau sur la scène que ma mère avait provoquée. « Votre honneur », a déclaré Jean-Pierre, « ma cliente est harcelée et traquée par sa mère biologique qui a proféré des menaces et perturbé son lieu de travail. » L'avocat de ma mère a essayé de soutenir qu'elle ne voulait qu'une relation avec sa fille, mais la juge n'y a pas cru. « Vous avez renoncé à ce droit il y a 22 ans lorsque vous l'avez abandonné, » a répondu la juge d'un ton glacial. « Et vous n'avez certainement pas le droit de la traquer et de la menacer. Madame Legendre, vous avez perdu votre procès contre votre fille. Cela aurait dû être la fin. Au lieu de cela, vous avez choisi de la harceler et de l'intimider. »« C'est ma fille » a crié ma mère. « J'ai le droit de lui parler. » La juge a accordé l'injonction d'éloignement, qui stipulait que ma mère devait se tenir à une distance d'au moins 550 mètres de moi, de ma maison et de mon entreprise. Elle ne pouvait pas m'appeler, m'envoyer de SMS ou me contacter par des tiers. Si vous violez cette injonction, Madame Legendre, vous serez arrêtée et accusée d'outrage à magistrat. Est-ce que c'est clair? Ma mère m'a seulement fusillé du regard de l'autre côté de la salle d'audience. Son conjoint avait l'air honteux et les enfants semblaient perplexes et affligés. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'eux. Presque.
Cela s'est passé il y a environ 6 mois. Depuis, je n'ai eu aucune communication de ma mère. Je ne sais pas si elle vit toujours au même endroit ou si les enfants vont bien. Honnêtement, je n'ai aucun intérêt à le savoir. On me demande parfois si je me sens coupable de ne pas avoir aidé ses enfants. Ceux qui ont eu une telle mère disent qu'ils n'ont pas choisi de l'avoir. Ils ont raison. Il est vrai que ces enfants n'ont rien fait de mal, mais moi non plus. Je n'ai pas demandé à être abandonné à l'âge de 8 ans. Je n'ai pas demandé que ma mère disparaisse de ma vie pendant 22 ans pour ensuite refaire surface et exiger de l'argent. La vie que nous avions a été construite par papa qui a travaillé très dur. Le départ de sa mère aurait pu le faire s'effondrer, mais au lieu de cela, il a canalisé toute cette souffrance dans la création de quelque chose de plus positif. Il a gagné chaque euro qu'il m'a laissé par son propre labeur et son sacrifice. Je ne vais pas le donner à une femme qui m'a traité comme un déchet. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ma mère m'avait approché différemment. Si elle s'était présentée à l'enterrement de mon père et avait exprimé ses regrets, si elle avait demandé à prendre un café et à parler du passé, si elle avait admis qu'elle m'avait fait du tort et avait essayé de réparer ses erreurs. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Elle a vu des signes d'euros et a décidé que je lui devais quelque chose. Elle pensait qu'elle avait droit à l'argent de mon père, même si elle le détestait profondément. Parfois, je pense à ses enfants, Étienne, Olivia et Benoît. J'espère qu'ils vont bien. Je prie pour qu'ils puissent acquérir les connaissances dont ils ont besoin et devenir des personnes meilleures que leur mère. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est d'honorer la mémoire de mon père et de mener le genre de vie qu'il aurait souhaité pour moi. Il m'a tout laissé parce qu'il m'aimait et croyait que je le gérerais de la bonne manière. J'ai géré avec succès l'entreprise de construction. Christophe fait un excellent travail en tant que PDG, et nous nous développons même dans de nouveaux domaines grâce à ses efforts. Avec les fonds restants, j'ai réalisé plusieurs transactions et investissements judicieux. Je voyage quand je veux, je contribue à des causes qui me tiennent à cœur. Je mène une vie confortable sans être ostentatoire. Je sors avec quelqu'un maintenant. Il s'appelle Jacques et il est enseignant. Ce qui me plaît, c'est qu'il ne sait rien de tout cet argent. Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai hérité. Papa aurait aimé Jacques. Il est sincère et gentil. Le genre d'homme qui construit des choses plutôt que de les démolir. Je pense à mon père tous les jours. Je visite sa tombe chaque mois et je lui raconte les dernières nouvelles de ma vie, de l'entreprise, de Jacques. Même s'il ne peut pas m'entendre, je ressens toujours un lien avec lui. Parfois, la maison semble vide. Malgré sa taille, elle a été conçue pour une famille. Il est possible que Jacques et moi puissions un jour la remplir avec nos propres enfants. C'est quelque chose que papa aurait adoré. Quant à ma mère, je ne pense plus très souvent à elle. Pour moi, c'est une inconnue. Nous partageons seulement notre ADN, mais c'est tout. Les éléments qui composent une vraie famille vont au-delà de l'ADN. Les vrais membres de la famille sont là pour vous quand vous en avez besoin. Ils ne vous abandonnent pas pour ensuite exiger un paiement 22 ans plus tard. Mon père était mon seul membre de ma famille. Ma grand-mère était ma vraie famille. Peut-être qu'un jour, Jacques le sera aussi. L'injonction d'éloignement est toujours en vigueur. Je garde les documents dans le tiroir de mon bureau au cas où. Je suppose que je n'en aurai pas besoin. Je crois que ma mère a maintenant compris que je ne suis pas son plan de retraite. Je ne ressens plus de colère. Je l'ai été pendant un certain temps, mais la rage est une émotion épuisante. Maintenant, quand je pense à elle, je ne ressens rien du tout. Elle ne signifie rien pour moi. J'ai l'entreprise de mon père à gérer, une relation à entretenir et un avenir à construire. C'est ce qui compte à présent. Parfois, les gens suggèrent que je devrais lui pardonner, que garder de la rancune est mauvais pour ma santé. Pour moi, je n'ai aucune rancune. Je me défends simplement contre quelqu'un qui a prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il y a une différence entre pardonner et être stupide. Pour mon propre bien-être mental, j'ai décidé de lui pardonner il y a très longtemps. Le pardon, cependant, ne signifie pas que je doive la laisser revenir dans ma vie ou lui donner l'argent qui appartenait à mon père.